Bonjour à tous, aujourd'hui dans MapIRL, on va voir comment les États américains se sont formés et pourquoi la forme des États actuels est un petit peu problématique. Dans cette première partie, on va être obligé de parler d'histoire afin d'essayer de comprendre comment on en est arrivé à une telle disparité. Bref, l'histoire de la colonisation de l'Amérique commence avec des Kenyans. De toute façon, on est tous des Kenyans. Bref. Par des humains qui ont franchi le détroit de Bering il y a environ 15 000 ans, et ce sont leurs descendants que l'on appelle les Amérindiens. Les premiers Européens à avoir mis le pied en Amérique sont les Vikings. Bon, c'est pas le sujet du jour et ils n'ont pas vraiment fait date. Christophe Colomb a donc redécouvert l'Amérique en 1492 et est mort sans le savoir d'ailleurs, après 4 voyages il croyait toujours avoir atteint l'Inde. Bref, les Ibériques, Portugais et Espagnols, qui étaient une même nation à l'époque, s'étaient partagé l'Amérique par le traité des Tortillas, le traité de Tordesillas, mais ont principalement concentré leur colonisation sur le sud de l'Amérique. Ce qui a laissé le champ libre aux Anglais, Français et Néerlandais pour coloniser le nord de l'Amérique. Au début, la côte est de l'Amérique est divisée en 3 parties. Celle du milieu est sous contrôle néerlandais, tandis que celle du sud et celle du nord sont aux Anglais. La partie sud étant réputée plus fertile, c'est ici que la première ville, Jamestown, y fut construite. La partie nord, appelée Nouvelle-Angleterre, est assez réputée inhospitalière. Et c'est donc un lieu de choix pour y envoyer les religieux les plus, relous, sur laquelle on avait l'habitude de taper et qui étaient bien contents d'avoir une terre où se barrer. Au début, c'est la galère. Ils essayent une première fois de coloniser en 1580 et les colons moururent. Échec. Plusieurs échecs même. La première colonie qui réussit à survivre fut celle envoyée en 1620, que l'on appelle les Pilgrims. Elle fut ensuite suivie par d'autres, aidée par des Amérindiens assez accueillants, et qui mourirent rapidement de maladies apportées par les Européens, auxquels leurs organismes n'ont jamais eu à faire face. Parallèlement, une guerre éclata entre Anglais et Hollandais. Les Anglais ont rapidement battu ces derniers, récupérant les territoires centraux et les colonisèrent. Bref, nous avions au nord des religieux assez vénères et au sud des gens venus pour devenir riches. Au nord, les religieux ont tendance à se bouffer entre eux et à créer des nouvelles colonies au rythme des persécutions. Ce qui explique la petite taille des États du Nord par rapport à ceux du Sud, où au Nord, dès qu'on n'était pas d'accord avec quelqu'un, on se faisait taper dessus et on partait avec quelques raies fonder une nouvelle colonie et déclarer son nouvel État indépendant. Indépendant des autres États américains, mais pas de la couronne britannique évidemment. Bref, en 1750, la carte de l'Amérique du Nord ressemblait à cela. En 1763, les Anglais battent les Français et décrètent que la partie en bleu clair est à eux et décident d'en faire des réserves indiennes. Mais en 1776, les Français obtinrent une petite revanche. Ils aidèrent les 13 colonies britanniques à obtenir leur indépendance de l'Angleterre. Ça avait pour but d'affaiblir la couronne anglaise. Bref, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Une fois l'indépendance obtenue, les frontières des États nouvellement fédérés n'étaient pas totalement fixées et il y avait encore des petites bisbilles à régler entre États. Et avec la victoire, ils comptent bien mettre la main sur les réserves indiennes de l'Ouest. Les États fédérés décidèrent de laisser l'État central nouvellement créé régler ces questions-là, histoire d'éviter des guerres inutiles entre États. Il fut prévu de créer 3 à 5 États dans les nouveaux territoires se trouvant entre les Appalaches et le fleuve Mississippi. Les 2 critères pour créer ces nouveaux territoires étaient être apte au gouvernement et tenir compte des affinités géographiques et de la dépendance de leur patrie. En attendant, le Congrès avait décidé d'étendre les frontières des États vers l'ouest jusqu'au Mississippi. Le processus suit son cours à peu près sans souci, hormis l'Ohio. Les frontières des nouveaux États sont fixées sur la chaîne des montagnes des Appalaches et s'étendent jusqu'au fleuve. S'ensuivit ensuite la vente de la Louisiane en 1803 de la France aux États-Unis. Ainsi, la carte ressemblait donc à ça. Le territoire au nord-ouest, appelé l'Oregon, est acquis en 1818,
Vous pouvez voir qu'entre 1803 et 1846, certains États non organisés ont commencé à s'organiser et maintenant ont leurs frontières bien définies et sont un État à part entière au sein de la fédération. En 1845, la guerre mexicano-américaine éclate et se terminera par l'annexion du Texas et de la Californie. En 1853, elle achète le sud du Nouveau-Mexique et l'Arizona. En 1861, la guerre de sécession éclate entre le Nord et le Sud. Les causes sont multiples, mais il semblerait que les sudistes se plaignaient que le Nord avait de la mainmise sur leur territoire. De plus, les sudistes plutôt orientés vers l'agriculture avaient des intérêts économiques très divergents du Nord industrialisé et voyaient par exemple l'abolition de l'esclavage comme la ruine de l'économie du pays. Je pourrais développer plus, mais on s'écarterait du sujet, je ferai peut-être ça dans une vidéo bonus. Bon, finissons notre tour de l'expansion territoriale américaine avec les États de l'Ouest qui se sont organisés en États. Et comme au début il n'y avait pas grand chose, les frontières furent très vastes. Les dernières acquisitions des USA sont l'Alaska, acheté à la Russie en 1867, et Hawaï en 1898 qui a demandé à rejoindre l'Union. Vous l'avez compris, dans la construction, les États politiques sont très inégaux. Petit au nord-est, grand au sud-ouest. Si on veut commencer notre analyse du découpage des États américains, on va devoir regrouper les États en plusieurs régions. Lorsque l'on regarde la répartition de la population aux USA, et particulièrement les mégalopoles, parfois appelées méga-régions USA, on peut voir que deux blocs se distinguent. La méga-région du nord-est, Boston-Washington, souvent abrégée en Boswash, centrée autour de New York, et le second bloc, c'est la méga-région des Grands Lacs, et plus généralement le Midwest, centré autour de Chicago. La seule ambiguïté entre ces deux régions, ce sont les petites parties situées en Pennsylvanie et dans l'état de New York, plutôt côté Grand Lac mais faisant partie d'États clairement intégrés à l'Est. Une ville comme Pittsburgh serait donc un peu tiraillée entre les deux ensembles. Fun fact, si on prend la liste des aires métropolitaines américaines, on se rend compte que seulement 5 top 60 ont perdu des habitants. Et sur ces 5, 3 sont dans cette zone de transition entre les deux méga-régions, Pittsburgh, Rochester et Buffalo. Probablement parce qu'une ville en périphérie de deux méga-régions risque d'être moins attractive qu'une ville bien intégrée au cœur d'une méga-région. Reste donc le sud et l'ouest qui composent environ la moitié de la population américaine. Sur le plan historique et culturel, il y a des liens très forts entre les États du Sud, et c'est probablement l'une des raisons, avec le racisme bien sûr, qui justifie que malgré l'image assez noire des États confédérés, certains continuent à hisser leur drapeau. Quant à l'ouest, la rivalité East Coast-West Coast est assez prononcée et une région ouest ou pacifique pourrait être assez pertinente. Nous avons donc 4 grandes régions de taille à peu près équivalente en population avec des cultures très diverses. D'ailleurs, c'est à peu près ce découpage en 4 régions qui est utilisé pour les tournois internationaux de Pokémon Smogon ou pour les recensements. Fait intéressant à propos de ce découpage, si on fait la somme par région des clubs de première division des 5 plus gros sports, on arrive à des résultats compris entre 33 et 37 pour chacune des 4 régions, montrant qu'on est à peu près à l'équilibre. Néanmoins, si notre découpage est à peu près équilibré pour la décennie actuelle, d'ici 2050, la répartition démographique américaine aura un peu changé, et dans les simulations, le sud et l'ouest du pays gagnent en population bien plus rapidement que le nord-est. Si ces chiffres se confirment, on pourra potentiellement passer à 5 régions et séparer le Texas de la Floride. On va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi les frontières des États américains sont très discutables? Au nord-est, les États sont minuscules, car comme on l'a vu tout à l'heure, dès qu'il y avait des désaccords entre religieux, il y avait création d'un nouvel État, et c'est ainsi qu'on se retrouve avec un État de la taille d'un département, sans que ce soit justifié par l'importance de la ville-centre, alors que le pays compte des États de la taille de la France. Certains de ces États sont donc totalement sous influence d'une grande ville qui se situe au cœur d'un autre État. À leur décharge, dans la grande mégalopole américaine Boswash, il doit être assez dur d'établir des zones d'influence précises de chaque ville, tant elles doivent être entremêlées. Néanmoins, le cas de l'État de New York est à mes yeux une aberration et un parfait exemple.
On a toute une partie de l'agglomération de New York qui se trouve en dehors de l'état de New York et qui se trouve dans les états du New Jersey ou du Connecticut, alors que l'état s'étend 500 km plus loin jusqu'au Grand Lac. Vous avez donc une partie de l'agglomération hors de l'état et une partie peu polarisée par New York dans l'état. La Pennsylvanie et Philadelphie ont d'ailleurs le même problème que New York, avec une partie de l'état très éloignée de la ville principale et une banlieue de la ville-centre hors état. C'est à tel point qu'on pourrait se demander si le New Jersey n'est pas juste une grande banlieue commune à New York et Philadelphie. Alors pourquoi est-ce gênant? Eh bien parce que si plusieurs états se partagent une métropole au sens large, eh bien elles vont entrer en concurrence. Et quand deux territoires entrent en concurrence, cela pose plusieurs problèmes. D'un point de vue écologique, si un état est plus attractif que l'autre, au lieu d'avoir le développement de la métropole homogènement répartie autour de la zone centre, on a une banlieue qui se développera bien plus que les autres, ce qui augmentera la distance que les citoyens devront parcourir tous les jours pour aller travailler à la ville-centre, ce qui augmentera donc la consommation en essence ou en électricité pour se rendre au travail. L'autre grosse raison, c'est que pour faire venir des citoyens, les États ont intérêt à baisser les taxes et laisser profiter ses habitants des services publics communs de la métropole, situés sur les autres États. Et si un État décide de faire ça, il met les autres États dans une situation où ils doivent choisir entre baisser les taxes et donc eux aussi raréfier les services publics dans toute la métropole, et accepter d'être moins attractifs et donc se développer moins, et en plus faire payer ses citoyens pour ceux de l'État voisin. Non. Il est beaucoup mieux d'avoir chaque métropole au sein d'un même état et un seul. Je pourrais probablement discuter pendant des heures de pourquoi, mais je vais pas m'étendre là-dessus, la vidéo est suffisamment chiante comme ça. On a parlé du nord-est, parlons maintenant du centre. Le problème, c'est pas la taille des états, mais le fait de fixer les frontières sur des fleuves. Je m'explique. Quand vous voulez fixer des frontières en utilisant la nature, le plus simple est de suivre le cours d'eau d'une rivière. Problème, les hommes ayant besoin d'eau, ils ont tendance à construire leur ville sur les rivières. À une époque où les ponts sont moins simples à construire qu'aujourd'hui, ce n'est pas grave, les villes avaient tendance à se construire que d'un côté. Mais avec le temps et les progrès dans la construction de ponts, les villes finissent par se construire de l'autre côté de la rivière. Le résultat est que les frontières des États ont donc tendance à couper des villes en deux. On peut retrouver ce genre de problème sur les fleuves Ohio, Mississippi ou Missouri. À l'ouest, on a des très grands États. Peut-être même un peu trop, puisque dans le même État cohabitent Los Angeles et San Francisco, respectivement 2e et 5e ville des États-Unis. Le Texas et la Floride ont un peu aussi le même problème. Bon, faisons le bilan du problème du découpage des États américains en prenant les métropoles de plus de 1,5 million d'habitants et analysons-les avec le prisme de nos 4 régions. Dans la région nord-est, autour de New York et ses 13 États assez petits, sur les 8 métropoles dépassant la barre des 1 500 000, 6 sont au moins sur 2 États. C'est New York, Washington, Philadelphie, Boston, Virginia Beach et Providence, inclus dans l'unité statistique combinée de Boston. Seul Baltimore, qui est intégré à l'unité statistique combinée de Washington qui se trouve hors de l'État, ainsi que Pittsburgh dans la zone de transition, ont leur métropole sur un seul État. Dans le Midwest, où les 13 États sont basés sur des fleuves, si on prend le top 6 des métropoles, on a la banlieue de Détroit qui est au Canada, et les 5 autres villes du top 6, Chicago, Minneapolis, Saint-Louis, Cincinnati et Kansas City, qui sont à cheval sur 2 États américains. Il reste 4 métropoles qui ont au moins 1,5 million d'habitants, et 2 se trouvent dans l'Ohio, Columbus et Cleveland, ce qui fait que 3 villes du top 10 sont situées dans l'Ohio. Indianapolis se situe dans l'Indiana, qui est tiraillée par la banlieue de Chicago et par celle de Cincinnati, et reste Milwaukee qui a la partie ouest de son état qui s'est fait manger par la métro de Minneapolis, et la partie sud qui s'est fait manger par Chicago. Dans le sud, où les 11 états ont des tailles assez hétérogènes, on a le problème inverse. Déjà, le Texas a une taille très grande par rapport aux autres états américains, et on ne peut même pas le justifier par une densité très faible, non. Puisque sur les 11 métros de plus d'1,5 million d'habitants, 4 sont au Texas, c'est énorme.
La Floride est aussi un peu dans le même cas, même si sa superficie est un peu plus petite. 4 métros du sud sur 11 sont en Floride. Sur les 3 métropoles restantes, il nous reste Atlanta, qui a un état bien centré sur sa capitale, c'est donc un bon point. Charlotte, qui est à cheval sur la Caroline du Sud et la Caroline du Nord. Et enfin, Nashville, qui se trouve aussi au centre du Tennessee sans déborder. Dans l'ouest, c'est 13 états, 11 si on accepte l'Alaska et Hawaï, dont le découpage ne peut pas être remis en question pour des raisons évidentes de distance avec le reste du territoire. On a 11 métropoles qui franchissent la barre des 1,5 million. Le souci, c'est que 6 sur 11 se trouvent en Californie. Néanmoins, pour des raisons de proximité entre Los Angeles, Riverside et San Diego, il paraît inenvisageable de les y mettre dans 2 états différents. C'est aussi le cas pour San José, San Francisco, voire même Sacramento. Pour les 5 métropoles restantes, Seattle et Portland, au nord, sont assez bien centrés sur leur territoire, même si on pourrait un peu améliorer les choses. L'Arizona et le Colorado sont bien centrés autour de leur capitale, Phoenix et Denver. Et finalement, seul Las Vegas est assez excentré dans le Nevada, même s'il ne déborde pas. C'est pour toutes ces raisons que je pense qu'il pourrait être intéressant de songer à un redécoupage des États des USA. Mais bon, soyons sérieux, ça n'arrivera jamais. Les Américains sont beaucoup trop attachés à leurs États tels qu'ils sont actuellement. Peut-être que pour une prochaine vidéo bonus, je vous proposerai un redécoupage à ma sauce des États des États-Unis d'Amérique. Bon, pour conclure et résumer cette vidéo, je dirais qu'il existe 4 grands ensembles aux États-Unis. La mégalopole Boswash qui se trouve au nord-est des États-Unis, la mégalopole des Grands Lacs qui se trouve au nord des États-Unis, Dixieland, les anciens États confédérés qui se trouvent au sud des États-Unis, et l'ouest des États-Unis. De plus, les États des États-Unis ont plusieurs problèmes. Le principal, c'est qu'ils ne reflètent absolument pas les aires d'influence des villes. Pire, la majorité des très importantes agglomérations sont coupées en plusieurs parties. Il peut donc y avoir des lois différentes au sein d'une même ville. Un autre souci pourrait être une grande disparité de taille, ce qui fait que l'échelon ne pourra pas être utilisé pour les mêmes choses selon les États. D'autres États sont immenses et regroupent certaines villes qui n'ont pas forcément des intérêts communs à être dans le même État. Et la dernière chose, c'est qu'un redécoupage des régions pourrait être profitable. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si vous pensez que cette vidéo devrait faire sécession pour créer une chaîne dissidente, eh bien, je vous invite à le dire dans l'espace commentaire.